Merci bien de l'invitation. Je suis ému de votre nombre très, très grand pour assister à cette conférence et je vais me donner de la peine à remplir vos attentes. Il y a toujours un petit problème linguistique, mais je ferai mon mieux pour surmonter ça. Mon sujet, adapter notre gestion forestière pour des forêts plus résilientes face au changement climatique. Le changement climatique est une réalité. Le changement climatique est une réalité causée par nous, par l'humanité. Et le changement climatique, c'est un processus qui ne vient que de commencer, qui avance. Il y en a qui disent, si on va dans ces situations difficiles, alors il faut attaquer la forêt. Non. La forêt ne se bâtit pas. La forêt ne se fait pas adapter. Le contraire est notre attitude en Rhénanie-Palatinat, en Sarre. Adapter notre gestion forestière. Intégrer notre gestion forestière le mieux possible dans la dynamique naturelle, dans le fonctionnement écosystématique, pour ne pas déranger à outrance, pour laisser la capacité d'adaptation des forêts envers ce stress. Personne parmi nous ne pourra dire que si ce sera suffisant ou pas, si la forêt survivra sous toutes les conditions stationnelles où il est présent maintenant. Mais il est assez certain que les moyens que nous avons déployés pour déclencher ce changement climatique ne sont pas la logique qui nous permettra de trouver une solution à ce problème gigantesque. Reconnaître les risques. Quels sont les risques? Il s'agit de menaces en interaction, pas des menaces isolées, pas que le changement climatique, mais des menaces en interaction qui se renforcent. Il y a l'accumulation de gaz carbonés dans l'atmosphère qui cause le stress climatique. Mais ce n'est pas tout. Il y a en plus la propagation d'organismes exotiques, très, très accélérée par les effets de la mondialisation. Vous connaissez tous les problèmes phytosanitaires en forêt qui nous sont arrivés dans les dernières décennies. Il y a surtout l'extinction massive d'espèces. Au-delà de l'évolution, un taux d'extinction que certains disent multiplié par 100, d'autres multiplié par 1000. Et pour moi, parmi les trois menaces en interaction, c'est la menace la plus difficile, la plus grande. Je vous illustre ça avec une photo qui probablement ne vous montrera pas trop. Il s'agit d'un rocher de grès vosgien dans notre ville de Blieskastel où j'habite. Et là, il y a des fissures. Et dans une de ces fissures, il y a deux ifs qui ont germé et qui ont maintenant, tant petits qu'ils soient, plus de 50 ans. Et ces ifs ont germé dans une fissure qui est surmontée par un éperon. Les conditions écologiques sont les plus extrêmes pensables. Sécheresse extrême, pauvreté chimique extrême, manque de lumière extrême. Et pourtant, ça n'a jamais. Et pourtant,
ça reste en vie après 50 ans, et peut-être avec un IF, tant qu'il est longévif, encore 100, 350 000 ans. Pourquoi est-ce que je mets ça en relation avec l'extinction massive d'espèces? Parce que la biodiversité, le réseau des vies en connexion est en risque de se déchirer. Un IF, comment est-ce qu'il peut arriver dans une telle situation? Il a besoin d'un vecteur. Le vecteur, dans le cas de figure, c'est l'acétyl. C'est probablement le seul vecteur qui peut déposer une graine d'IF dans une telle position. S'il n'y a plus de cétyle, ce réseau sera rompu. D'autre part, tout le monde sait que nous avons presque mené à extinction l'IF en Europe occidentale et centrale il y a 500 ans avec une surexploitation. Cette colonisation d'un rocher siliceux ne fonctionne que si vous avez à moins de 300 mètres de distance un IF femelle qui produit des graines. Ce n'est pas le seul rocher que j'ai trouvé qui présente cela. Je peux vous dire tous les rochers de grès ont l'un ou l'autre IF à condition qu'un IF femelle soit à moins de 300 mètres. Dans les Vosges du Nord, dans notre partie des Vosges du Nord que nous appelons la forêt de Palatine, nous avons des milliers et des milliers de tels rochers sans IF. Et si vous allez dans les villages, si vous allez sur les cimetières, si vous trouvez sur les cimetières des IF, et vous avez à proximité un rocher, l'IF est là. Qu'est-ce que je veux dire par ça? La perte de biodiversité, le déchirement des réseaux de vie passe 1000 fois, des millions de fois inaperçu. Dans le petit détail là, on a une idée de ce qu'on perdrait. Et si on perd une des deux parties, et il y a 50, 100, 150 ans, ce sera oublié, on ne sait pas ce qui a existé. C'est peut-être banal. Je pense que notre survie en dépend. Nos forêts, contre toute apparence, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons bâtir. Nos vraies forêts sont des écosystèmes caractérisés par leur auto-organisation et leur auto-régulation. Ce n'est pas nous qui diront aux arbres qu'il faut débourrer dans quelques 10 semaines. Ils le savent eux-mêmes. Ça caractérise des écosystèmes intacts, la capacité de l'auto-organisation. Vous savez très bien que beaucoup de boisements que nous appelons forêts ne sont pas capables de ça, mais ils ont la capacité d'y revenir, de se refaire dans ce sens-là. Pleine de diversité spécifique et génétique pour la pleine adaptabilité. L'adaptabilité, j'oublie, ne fonctionne pas par nous. Ça existe dans la richesse génétique. Ce n'est pas une activité de généticien pour améliorer cette situation. C'est quelque chose qui existe dans la richesse de nos arbres, qui ont des organismes sauvages. Et soyons heureux que c'est encore le cas. Même si vous avez des épicéas du Douglas, ce sont, jusqu'à nos jours, des arbres d'une population sauvage. Pas quelque chose de cultivé, pas quelque chose de manipulé, pas quelque chose d'appauvri. Tout ce qu'il est nécessaire, c'est l'adaptation à ce stress soit maintenue au meilleur niveau possible. Et ça incite à intégrer notre gestion dans cette dynamique naturelle. Nous avons bien sûr des exigences, des besoins humains, une multifonctionnalité de la forêt que nous voulons
exploiter, mais c'est une très, très grosse différence si nous nous comportons en consommateurs ou si nous tournons vers le bon usage. Un concept prometteur sous le stress climatique, peut-être plus important que jamais. Passons maintenant un petit peu par les différentes phases de la dynamique forestière et commençons par la phase d'établissement, où nous disons tout pour la biodiversité. Et c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup en Rhénanie-Palatinat actuellement. La Rhénanie-Palatinat a 850 000 hectares de forêt. Et avec les attaques des scolytes, nous avons 40 000, un peu plus de 40 000, près de 5% de la surface boisée, mise à nu par les attaques des scolytes. Vous êtes en Wallonie encore sur le bon côté. Ne soyez pas sûr que ça va rester comme ça. Tout pour la biodiversité. Et ce que je vous dis maintenant, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une idée. C'est la réalité, le vécu depuis parfois plus de 20 ans en Rhénanie-Palatinat. C'est notre standard. Notre standard, c'est que le sol est déjà intouchable. Notre standard, c'est retenir un maximum de biomasse. Ne pas exploiter un maximum du bois, mais exploiter ce qui vaut le coup, mais laisser un maximum, retenir un maximum de la biomasse sur le parterre. Accepter et intégrer tout ce qui s'installe spontanément. Si vous avez une surface mise à nu et si vous avez le sol sans recouvrement, vous avez des extrêmes climatiques, vous avez le passage incessant du vent, vous avez des pertes de substances chimiques dans l'eau, vous avez un problème avec les nitrates. Notre attitude que nous avions peut-être encore il y a 50 ans, de nettoyer, de maîtriser, de planter, de recouvrir artificiellement la surface, n'est plus la réalité d'aujourd'hui. Que ce soit la rance, même le fougerègle, tout ce qui vient spontanément nous est très, très précieux parce que ça nous permet d'amoindrir les extrêmes écologiques sur une surface mise à nu, sur grande surface, ce qui normalement n'arriverait pas dans une forêt plus naturelle. Priorité à la régénération naturelle. Ce n'est pas dire qu'on accepte tout, mais c'est dire qu'on a besoin de la richesse génétique. Intervention, jamais en plein. Intervention seulement par îlot. Qu'est-ce que c'est des îlots pour nous? D'autres diront peut-être des points d'appui ou des placettes. Des îlots chez nous, ce sont des petites surfaces de 20 à 40 mètres au carré, donc 5 à 7 mètres de diamètre, écartés tous les 12 à 18 mètres d'une manière très, très opportuniste, qui représente moins de 15% de la surface cadastrale. Nous ne travaillons, nous n'investissons plus que par îlot, jamais en plein. Quand nous plantons, en complément, il s'agit de plants non calibrés. C'est très, très important. Nous ne plantons jamais quelque chose de calibré. Nous achetons dans les pépinières des parties de plancher. Est-ce qu'on dit plancher? De planches? Oui. Entier, avec tout ce qu'ils y trouvent, du plus petit au plus grand, pour avoir la pleine richesse génétique. Ce n'est pas dire que nous payons 100%. Peut-être qu'il y a 20% des plants qui sont vraiment aussi minces que ça ne vaut pas le coup. Mais en principe, nous voulons
toute la gamme des auteurs et toute la richesse génétique. Nous plantons partiellement des provenances régionales sécheresse-chaleur. En Rhénanie-Palatinat, nous avons des stations extrêmes déjà aujourd'hui dans les vallées profondément encaissées de la Moselle, du Rhin. Nous avons des situations où déjà aujourd'hui, nous avons des températures moyennes de 11-12 degrés avec des précipitations annuelles de moins de 600 mm. Et nous y avons des chênaies traditionnellement gérées en taillis, peut-être parfois depuis la période romaine, où nous pouvons être assez sûrs que c'est vraiment du matériel de base local, régional, où les arbres auront une hauteur finale peut-être de seulement 6, 7, 8 mètres, à cause des conditions extrêmes. Nous avons des exigences en ce qui concerne la bonne conformation des arbres Pin 3, mais nous avons sélectionné des peuplements où nous récoltons spécialement cette provenance sécheresse-chaleur, pas pour ne planter plus que des chênes issus de ces graines-là, mais pour les mélanger à un taux de 10-20% dans les îlots que nous plantons. Si vous plantez en plein ou par bande, vous les perdrez tout de suite de vue avec la plantation par îlot et un petit marquage. Vous savez exactement où vous avez planté cette provenance particulière. Et si dans les 20-30 années à venir, les conditions sont dans leur défaveur, ils ne vont pas disparaître. Peut-être qu'ils seront nécessaires dans 50, 60, 70 ans. Et alors, on les a parce que le prochain îlot est à 15 mètres et cet îlot de la provenance spéciale a été défendu. Et nous plantons en complément, mais d'une manière très, très restreinte, jamais plus de 10% des îlots des essences allochtones de l'approche Eurasie. Pourquoi de l'approche Eurasie? Pourquoi pas de l'Amérique ou de l'Asie de l'Est? Simplement parce que nous pensons que c'est très, très important que tout ce que nous introduisons dans la forêt stressée doit avoir eu une coévolution avec les organismes en place. Et ces essences de la sud de l'Europe ont une telle coévolution avec beaucoup d'organismes du sol, les plants du sol, avec des autres essences qui existent déjà. Si ce n'est pas le Fagus sylvatica, c'est le Fagus orientalis. Et le risque, donc, d'une invasivité ou le risque d'une introduction de pathogènes qui ne sont plus en équilibre est minimisé de ce fait. Et bien sûr, et c'est aussi quelque chose qui vous préoccupe beaucoup en Wallonie, empêcher une herbivorie excessive, une réalité qui nous coûte beaucoup. Si nous avançons maintenant dans l'évolution des arbres de la forêt, nous parlons d'une phase de qualification et après d'une phase de dimensionnement. Les deux phases ensemble, c'est la partie de la vie de l'arbre où l'accroissement en hauteur est très très fort et où la réactivité de l'arbre est très très forte. Après, dans la phase de maturation, ça pousse toujours en hauteur, mais d'une manière ralentie. La réactivité est faible. Et dans un premier temps, le jeune arbre doit s'installer, doit s'établir pour vraiment prendre l'allure de croissance en hauteur. Et dans la phase de qualification, nous disons le choix de la nature pour la vitalité, c'est ce qui compte dans un premier temps. Nous ne sommes pas celui qui disent on a déjà présélectionné certains plans. On a mis en profit certains candidats. Non. Dans un premier temps, dans une forte compétition, avec une forte densité intra- et intraspécifique dans les îlots,
et dans ceux qui s'installent entre les îlots spontanément, nous laissons faire le choix par la dynamique naturelle. Et seulement ensuite, dans la phase de dimensionnement, quand la vie propre s'est exprimée, c'est le choix de nous, de l'homme, par l'utilité, mais basé sur le choix de la nature. Et ce choix porte sur un nombre très réduit d'arbres objectifs qui doivent développer des grosses tiges. Pour avoir des grosses tiges, il faut des grands houppiers. Pour avoir des grands houppiers, il faut avoir de la surface, de la distance par rapport aux autres en pleine expansion du houppier. Houppiers énormes qui, pour nous, en QD, représentent environ 25% de la hauteur finale dans la tige propre de nœud et 75% dans un houppier très très important, y compris dans un système racinaire équivalent. Dimensionnement en temps utile, mais aussi en continuité. QD, comme règle globale, dit quand 25% de la hauteur finale sont en bipropre, on désigne les arbres objectifs. Mais désigner et détourer les arbres objectifs, ce n'est pas une action d'une fois, mais ça exige une continuité dans toute la phase d'accroissement en hauteur très active de l'arbre, jusqu'à là, au début de la phase de maturation. Et là aussi, il y a un chiffre très très simple. Quand un arbre a dépassé 75 à 80% de la hauteur finale, ce qui s'ensuit, c'est un accroissement en hauteur ralentie, phase de maturation. Mais avant ce moment-là, on peut vraiment faire bouger les choses. Et sur la photo, vous avez un exemple typique du porc, dans ce cas d'un hêtre, qui a été mis en profit en arbre objectif, qui a été conséquemment détouré, où le dépérissement des branches à la base du houppier a été définitivement arrêté. Des arbres robustes à forte fixation en carbone, une récombinaison génétique augmentée. Pourquoi? Il y a certainement quelques-uns parmi l'assistance qui produisent des fruits dans les vergers. On sait que si un houppier est bien ensoleillé et bien étalé, ça produit des fruits plus précocement, plus de fruits, des fruits de qualité. Avec les arbres, c'est la même chose. Vous anticipez le début de la floraison, de la fructification, et comme ça, vous augmentez les récombinaisons génétiques par cette fructification précoce et abondante, quelque chose qui est très, très important dans le changement climatique, ce qui va peut-être nous perdre sur la production ligneuse, peut-être de 3, 5, 7%, mais pour des atouts plus importants que jamais. Et il y a mitigation du stress hydrique. C'est très, très sensible sur nos placettes de démonstration, où nous avons des placettes témoins à côté, où nous avons désigné les arbres objectifs, mais pas traités, et nous avons les arbres en détourage. Et notamment avec le hêtre, nous avons vu ça en 2003, 2015, 2018, 2020, 2022, que si les arbres non détourés ont perdu leur feuillage en août, fin août, début septembre, les arbres détourés résistaient beaucoup plus longtemps, avec même certains qui ont fait une décoloration automnale tout à fait normale. Récolter dans la phase de maturation, récolter, bien sûr, l'objectif, le cible de notre production, mais pas récolter à n'importe quel moment.
et sous n'importe quelle condition, mais récolter en présence d'une future génération avancée. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Si nous avons un boissement très artificiel, l'épicéa qui est mangé par les scolytes, nous ne le maîtrisons pas. Mais à chaque fois que nous avons une influence sur cela, il faut commencer avec la régénération, attendre la qualification, faire avancer la qualification et seulement récolter après. Pas récolte, régénération, mais régénération, établissement, si possible, qualification et puis récolte. Ça aussi amoindrit, affaiblit les extrêmes écologiques en forêt. En assurant la pérennité des organismes du sol. Moins vous avez des extrêmes, plus les organismes du sol, moins les organismes du sol sont stressés. Et en assurant de bonnes conditions aux vecteurs. Quels sont ces vecteurs? Les vecteurs sont toujours importants. Il y en a qui pensent que la faine tombe au sol et après, ça ne va jamais ou pas. Le clan tombe au sol et ça ne va jamais ou pas. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les faines sont déplacées. Les clans sont déplacés. Il y a des vecteurs, il y a des jets, il y a des petits, ce qu'on appelle ça, des campagnols qui font le déplacement à plusieurs reprises. Mais il faut que la condition de leur travail soit correcte. Si vous ramassez toutes les branches, tous les rémanents, ils ne peuvent pas ramasser. Ils ne sont pas en sécurité. Ils ne peuvent pas enfouir parce qu'ils ne sont pas en sécurité. Donc, ne faisons pas les mauvaises choses pour inutilement déranger des choses que nous n'avons peut-être pas encore bien compris. Promouvoir l'adaptabilité au-dessus. Ah, cette fois, ça a fonctionné. Adaptabilité. Accumulation précoce et progressive du recrue. Et si nous avons des pessiers purs, et nous ne pouvons pas nous attendre à voir arriver des feuillus, des hêtres notamment tolérantes à l'ombre, alors il faut donner un petit investissement, toujours par îlot. Vous avez l'exemple d'une telle plantation qui est très typique pour Rhénanie-Palatinat. Nous avons ça sur des milliers d'hectares déjà dans notre forêt communale de Blieskastel. Il n'y a pas 0,3 hectares de Douglas Ray ou de Pessier pur où il n'y aurait pas une plantation sous abri du hêtre. Ça nous donne beaucoup de liberté. Si quelque chose arrive avec les Pessiers, un chablis, une attaque de scolyte, on ne répare jamais plus à zéro. La prochaine génération, au minimum de ce qui est nécessaire pour avoir une présence complète en phase de maturation des arbres est déjà là. Et certainement le hêtre en tant que l'appui de notre forêt naturelle, le matrix. Plantation sous abri, atténuation des exotiques. Les exotiques sont là. Il y en aura plus. Je ne parle pas seulement des essences d'arbres, je parle aussi des plantes herbacées, de toutes ces choses-là. C'est totalement sans issue de combattre contre, mais on peut atténuer leur possibilité de vraiment se propager. Et le remède décisif, c'est l'ombre, la manque de lumière. Et le chêne, le hêtre, le charme, le tilleul aussi, le sapin pectiné, l'if, vous allez me rire au nez, le hou, ce sont des espèces extrêmement tolérantes à l'ombre. Et là où ils émettent leurs branches, l'installation des exotiques devient très très difficile ou impossible. Ils vont même disparaître là où ils ont pu gagner du terrain dans un premier temps.
mais aussi promouvoir l'adaptabilité au-dessous. Une forêt intacte requiert un sol intact. Pas de sol intact, pas de forêt intacte sans sol intact. Plus de compactage anarchique, cloisonnement à 40 mètres ou plus. Vous allez peut-être dire, mais M. Wilhelm, il semble vraiment rêver maintenant. Chez nous, c'est la réalité depuis 30-40 ans. C'est quelque chose qui est primordial de ne pas avoir un compactage n'importe où dans la forêt, mais un sol qui est déjà physiquement dans un état sain. Prévention et suppression de l'érosion, avec le passage des engins, avec le débadage qui est nécessaire, sans question. Il faut quand même faire quelque chose si on constate qu'en pente, il y a des lignes d'érosion qui ont été formées. Et là, il faut faire quelque chose tout de suite après. Il ne faut pas dire, je vais attendre, peut-être que ça va se régler tout seul, je reviendrai pour la prochaine récolte en 7 ans ou 10 ans, seulement après, ce sera mon fils ou je ne sais pas quoi. Non, la première pluie d'été, la première grosse pluie d'été augmente les problèmes et les problèmes et les problèmes. Les premières solutions sont les plus faciles. Il ne s'agit pas de bloquer tout. Il s'agit parfois de faire un petit travail de pêche pour interrompre l'érosion. Mais il faut le faire. Et une chose dont on n'a peut-être pas encore parlé à vous, c'est attention. Attention aux plants engodés. Notamment là où vous êtes dans une forêt ancienne. Dans une forêt où le sol n'a pas été perturbé depuis des siècles. Qu'est-ce que vous avez dans les godets? Dans les godets, vous avez les racines. Déjà, il y a des problèmes avec des essences à racines pivotantes, comme les chênes et le sapin pectiné, où vraiment cette racine pivotante est dégradée à jamais. Mais à mon avis, ce qui est encore plus grave, c'est la composition microbiologique totalement incertaine dans ce godet. Et maintenant, vous mettez, je ne sais pas quoi, 1000, 1500, voire plus de godets dans un sol qui n'a pas été dérangé. C'est un jeu, à mon avis, très, très risqué. Pas dans ma forêt privée. Pas dans la forêt domaniale de Rhénanie-Palatinat. Pas un petit avantage, un petit confort de départ pour un risque qui va se manifester 100 ans plus tard. Mais probablement difficile à maîtriser alors. Mais finalement, c'est très très important si on pratique une gestion proche de la nature, une gestion intégrée dans l'écosystème, il faut dans cette forêt, dans chaque forêt, assez de temps et assez d'espace pour le cycle naturel. Pour nous, le cycle de la récolte, c'est normal. Le cycle naturel, c'est 2, 3, 4 fois plus long. Les écosystèmes produisent pour nous, mais les écosystèmes produisent aussi pour tous qui vivent. C'est un réseau. Nous faisons partie de ce réseau. Et nous mettons en réseau les habitats. Nous avons le refuge forestier, nous avons le groupe d'arbres du biotope, 15 arbres rassemblés. Nous avons un arbre isolé à fonction d'arbre d'habitat. Tout ça a un taux de 5 à 10% de la surface cadastrale de nos forêts. Notre philosophie de famille, c'est de ne jamais succomber à l'avidité et d'être ni avare ni avide. Quelqu'un qui veut avoir le dernier mètre au carré dans une production pour soi n'aura pas une forêt très bien adaptée, très réactive, très équilibrée. Il faut avoir suffisamment, pas seulement pour nous ou pour moi si je suis propriétaire, mais vraiment pour tous qui vivent.
Sinon, je risque d'avoir moins que je pourrais avoir ou je risque de devoir investir plus que nécessaire pour avoir un résultat donné. Donc, peu d'énergie, assez d'intelligence et d'intuition et d'instinct. Et cette intelligence, ce n'est pas seulement l'intelligence de nous, humains. Il y a d'autres intelligences, par milliers et par milliards, dans ceux qui vivent. Le G, c'est mieux placer un clan à un endroit où d'une part il va le retrouver, d'autre part, il a la meilleure chance possible de survivre. Comme l'exemple de la cité que je vous ai cité en introduction. Et maintenant, quelque chose qui est peut-être très en avance, vous dites maintenant, il exagère. Nous avons beaucoup de soucis pour maintenir la richesse chimique de nos sols forestiers. Ça ne suffit pas. Notre inventaire forestier fédéral en Allemagne nous dit, c'est un chiffre très facile à retenir, que nous prélevons des forêts allemandes chaque décennie 1 milliard de mètres cubes de bois. 500 millions de tonnes de carbone qui ne va jamais revenir en forêt. Et nous pratiquons ça depuis des siècles déjà. Par le simple besoin humain d'avoir suffisamment d'énergie, d'avoir suffisamment de chaleur. Cette consommation excessive d'énergie est en train de nous casser le cou. Notre politique en Belgique, en Allemagne, en Europe, j'espère partout au monde, va dans le sens que dans 20, 30 années, nos besoins énergétiques humains seront couverts sans carbone. Sans carbone. Qu'est-ce que ça veut dire pour le bois? Ça veut dire qu'un maximum de bois ou reste en forêt ou reviendra en forêt pour remplir les exigences vitales, notamment des organismes du sol. Si j'enlève 500 millions de tonnes chaque décennie, c'est l'énergie carbonique qui manque à ces organismes. Ça veut dire que le fonctionnement de ce réseau est déjà très, très, très freiné. Heureusement, nous n'aurons plus besoin de ça avec notre système énergétique à venir. Pensons déjà aujourd'hui de quelle manière nous nous retournons de la consommation du bois vers le bon usage de très très longue durée, de recyclage et à la fin, pas le grand feu pour notre chaleur, mais le retour dans l'écosystème pour ceux qui ont besoin de cette énergie pour leur vie. Ça entraîne toute une chaîne de conditions qui doivent être remplies. Notamment, il faut arrêter, pour y arriver, pour avoir la possibilité de vraiment mélanger le bois avec des substances chimiques qui en font un déchet. Commençons. Nous avons le temps, 2, 3 décennies, s'il y a encore le temps, comment nous redonnons aux organismes de la forêt ce qui leur appartient. Mon estomac humain n'est pas possible de faire de l'énergie avec le bois que je mangerai. Il y a d'autres qui en ont besoin. Merci de m'avoir prêté vos oreilles. Dans ce type de forêt, vu que vous avez une grande expérience, qu'est-ce qui a été fait pour accompagner, pour permettre de voir les effets concrets sur le terrain de tout le travail que vous avez mené? Je ne peux pas vous répondre sérieusement
à ça. Il n'y a pas encore une évidence scientifique à ça. Le temps ne suffit pas. Ce que nous avons, ce sont des observations, ce sont des premières impressions empiriques dont je vous ai donné un exemple. Mais avec nos placettes de démonstration, nos placettes d'essais scientifiques, chaque année, nous aurons plus de données. À partir d'un certain moment, on va pouvoir tirer certaines conclusions statistiquement valables. Un des grands avantages de notre manière de gérer, très basée sur des arbres objectifs, que nous ne mesurons pas seulement des placettes, mais des arbres individuels, parfois suivis annuellement. Et ce que nous avons déjà maintenant, après plus de 25 ans de l'application de la méthode et de ces mesurages-là, sont des premières idées sur la mortalité spontanée qui varie beaucoup d'une aisance à l'autre et qui dépend un petit peu aussi des stations. Et cloisonnement, un petit peu, si vous pouviez nous expliquer les étapes, comment ça s'est passé en Rhénanie-Palatinat au niveau législatif, au niveau des exploitants, des agents forestiers. C'est un processus qui a commencé chez nous au début des années 80 du siècle dernier, quand j'étais tout jeune ingénieur forestier. Et à ce moment-là, on a monté des cahiers de charges qui ont dit très nettement qu'il faut respecter absolument les cloisonnements. À ce moment-là, c'était pas fort encore à 20 mètres. Depuis une vingtaine d'années, on est passé aux 40 mètres. Et je suis assez sûr qu'on ne va pas s'arrêter aux 40 mètres, ça va encore augmenter. Peut-être qu'à un moment donné, nous avons la technologie à la faire et la possibilité de le payer. La technologie, nous l'avons déjà avec les câbles aériens, que nous ne circulons plus sur le sol forestier. Nous arrêtons de compacter. Cette phase de passer du passage anarchique à la fixation de tous les mouvements, pas seulement des engins de débardage ou des abatteuses, mais de tous les engins, y compris des véhicules sur le cloisonnement, a été dur. Ce n'était pas d'un jour à l'autre que nous avons réussi ça. Je dirais que ça a exigé 3 à 5 ans pour l'avoir vraiment installé. Maintenant, c'est une réalité qui est normale. Si quelqu'un carrosserait avec son engin un petit peu partout en forêt, ce serait le scandale. On le lirait dans les journaux les prochaines journées. Donc ça, c'est vraiment passé. Mais si vous voulez quelque chose, si vous voulez une qualité, il faut l'exiger, il faut définir la qualité, il faut contrôler la qualité et notamment, il faut payer la qualité à son prix. Quelqu'un qui exige d'un entrepreneur qu'il se donne plus de la peine, qu'il emploie plus de temps pour avoir le même résultat, il n'a pas payé pour ça, il ne le fera pas. Tout le reste, c'est une question de transition, c'est une question de l'amortissement du matériel avec lequel, les engins avec lesquels ils travaillent, c'est une question de transition. Il faut le vouloir, il faut le contrôler, il faut le payer. Que peut-on encore planter? Le hêtre est sujet au dépérissement à cause du réchauffement. Le chêne, c'est pas beaucoup mieux. L'épicéa, c'est le scolyte. Le douglas, c'est la rouille. Le mélèze, sur lequel on essaye de se pencher ou qu'on essaye de planter, a également la rouille et le scolyte. Donc, que faut-il planter? Il faut planter le moins possible. Le moins possible. Imaginez sur nos 40 000 hectares mis à plant par les scolytes, nous plantons par îlot
sur moins de 15% de la surface cadastrale, mais seulement dans la condition où la succession spontanée ne nous donne pas assez. En mélange, en répartition, nous évitons les blocages de la sylvigenèse, mais nous plantons un minimum possible. Déjà, les Sarrois, après les grandes tempêtes qui étaient chez nous, ceux de 90, ont eu 10% de la surface rasée. Ils ont décidé de planter sur 50% de la surface et d'abandonner intentionnellement, pour une production de valeur, 50% à la succession spontanée, avec de la raison. Là où il y avait suffisamment de graines dans le sol, là où la végétation au sol n'était pas déjà en explosion. Donc, bien pensé. 5 ans plus tard, ils ont contrôlé la situation. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Sur les 50% qu'ils ont abandonnés à la succession spontanée, à 80% des cas, c'était la bonne solution. À 20%, il aurait été mieux de planter un petit peu. Dans les 50% qu'ils ont plantés, ils ont trouvé que dans 50% des cas, c'était la bonne solution. Dans 50% des cas, ça n'a pas été nécessaire. Donc, je pense qu'en général, il faut planter beaucoup moins que ce qui a été habituellement le cas. Après, il faut préconiser le mélange. Toutes les essences ont leur faiblesse. Toutes les essences souffrent du stress. Mélanger est plus important que jamais pour compenser un petit peu ces effets-là. Et notamment, ce qu'on plante doit être de pleine richesse génétique. Miser sur la possibilité, avec des échanges génétiques, de se refaire une adaptation avec le temps. Et si c'est vraiment le cas, que toutes nos essences ne marchent plus, c'est que nous sommes au point de tomber en dehors de la forme de végétation forêt. Je n'exclus pas que ça pourrait arriver. Nous avons des stations extrêmes sur peut-être 0,2, 0,3 de la surface forestière en Rhénanie-Palatinat où maintenant, déjà, il y a eu dépérissement, même de l'érable de Montpellier, du chêne pubescent, où nous avons l'impression peut-être que la formation de végétation future ne sera plus la forêt. Je n'espère pas que ça va vraiment gagner du terrain. Mais ça dépend de nous. Le réchauffement climatique, est-ce que ça sera arrêté à 1,5%? Presque impossible déjà. Degrés, à 2 degrés, à 3 degrés, à 4 degrés. Est-ce que nous allons vivre alors encore? Moi, certainement pas. J'ai 65 ans, mais mes arrière-petits-enfants. Est-ce que c'est responsable de se comporter en consommateur en encourant ce risque qui est désormais concret? Le souci que n'importe quelle essence forestière ne fonctionne plus, il le montre de mes soucis. Mes soucis sont beaucoup plus grands. Et ces solutions miracles, prenons des essences qui se trouvent à 1500 ou 2000 km plus au sud, ce n'est pas une solution. C'est peut-être une partie de solution, un certain enrichissement, je vous en ai parlé. J'entends assez souvent dire qu'il y a un déplacement des zones de végétation. Non, il n'y a pas un déplacement de zones de végétation. Il y a un changement profond dans chacun des zones de végétation. L'angle d'irradiation reste la même. La quantité d'énergie solaire reste la même. La durée de la journée reste la même dans chaque zone de végétation. Et les arbres se sont déjà adaptés à ces conditions par leur poids. Regardez les tables des vieux cèdres qui sont une adaptation au fait que plus proche de
l'équateur, l'angle de radiation est beaucoup plus raide que chez nous, où un être en boule profite beaucoup de la lumière du feu qui n'y joue pas un très grand rôle. Transporter les chaînes ici, le cèdre ici, ça va s'adapter dans 500 ans, dans 1000 ans, dans 1500 ans, ça va survivre. Mais est-ce que ce sera la solution? Est-ce que ça va renforcer notre écosystème? Je ne pense pas. Palatina, vous remédiez à ce problème? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est les changements climatiques vont engendrer sécheresse, vent, canicule, dôme de chaleur et autres, qui va engendrer les incendies. Comment est-ce que vous vous y préparez en Rhénanie-Palatinat? Donc, sur une majorité de la surface forestière, nous ne maîtrisons pas l'herbivorie. Nous avons des lois qui sont presque à perfection, mais le suivi des lois, c'est une autre chose. Je le dis pur et dur. Chez nous, en Rhénanie-Palatinat, la chasse est une réminiscence de l'époque féodale. Et en même temps, un propriétaire, y compris un propriétaire communal ou de l'État, qui veut gagner de l'argent par l'activité de loisir d'un chasseur et qui en même temps pense que ce problème écologique et culturel sera automatiquement réglé, doit être un fantaisiste. Le chasseur ne paie pas pour avoir un écosystème du côté des plants qu'il ne comprend peut-être même pas en profondeur à perfection. Il vit peut-être dans un milieu urbain. L'écologie, la nature fonctionne pour lui quand au week-end, il voit un maximum de chevreuils ou de cervidés. Comment est-ce que vous voulez convaincre une telle réalité de la société de faits écologiques? C'est presque impossible. Donc, les lois peuvent être bien. Si la logique qui est derrière n'est pas cohérente, ça ne fonctionne pas. Chez nous, en Rhénanie-Palatinat, si je passe les 180 dernières années, il y a eu 3 périodes où ça a bien fonctionné. C'était la révolution de 1848, c'était l'après-première guerre mondiale, c'était l'après-guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Nous ne voulons pas ces périodes, mais pensons un petit peu à ce qui est l'équilibre écologique dans un écosystème forestier en fort stress, en forte tension, pour peut-être avancer. Je n'ai pas de remède à ça. Deuxième question. Les incendies. Les incendies ne me préoccupent pas en Rhénanie-Palatinat et je pense que la situation est la même, un petit peu la même en Wallonie, peut-être avec un certain décalage. Nous n'avons pas les grandes pinerais purs sans sous-étage de hêtres. Chez nous, c'est la très grande exception. Ce qui se passe au Brandebourg, ce n'est pas notre réalité. Nous avons une gestion proche de la nature vers le couvert continu depuis 30-35 années qui nous ont donné maintenant, en partant de 35% de feuillus à près de 70% de feuillus. Une forêt très, très mélangée, une forêt qui ne brûle pas très bien, pas d'épaisseur pure de très, très grande surface, exceptionnellement vie dans le massif schisteux rhénan qui prolonge les Ardennes vers l'ouest. Mais même avec un réchauffement climatique très, très prononcé, avec la structure de nos forêts, avec le remplissement en verticalité
de la surface et la richesse, notamment des feuilles qui ne brûlent pas très bien. Pour moi, c'est le montre des menaces. Nous avons eu l'année dernière, pour vous donner un exemple concret, sur les 850 000 hectares de forêt en Rhénanie-Palatinat, avec 3 mois consécutifs de juin à fin août, sans précipitations notables, 104 incendies de forêt pour un total de 41 hectares. C'est quelque chose qui ne me choque pas. Il y a des choses qui me choquent, mais pas l'incendie. Jules Lucie, agent des forêts. Je voudrais revenir justement sur la pression du gibier. Il semblerait que, à partir du moment où on laisse vieillir les peuplements, la pression du gibier diminue. Donc, est-ce qu'il ne serait pas bon de penser à ne pas trop contrarier la nature, quelque part, donc à laisser les forêts vieillir et tout simplement voir cette densité du gibier diminuer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Le vieillir seul, probablement, ne ferait pas la différence, parce que si vous capitalisez le volume sur pied, ce sera probablement une forêt qui, dans un premier temps, a une tendance à s'assombrir. Si tel n'est pas le cas, si la récolte reste active, que vous récoltez l'accroissement courant d'une manière éparpillée, bien pensée, de favoriser la régénération, l'établissement, la qualification, c'est sûr qu'il y aura beaucoup plus d'effets de lisière, plus de niches, plus de possibilités, de bonnes opportunités, d'une part pour le chevreuil à se nourrir, d'autre part pour les jeunes essences à s'établir, que je peux m'imaginer que ça peut être favorable. Sauf que ça ne fonctionne pas si vous êtes largement en delà de tout équilibre. Là, vous avez peut-être 20, 25 têtes de cerf par 100 hectares. Là où c'est vraiment un abrutissement de masse par peur de famine. Là, ça ne fonctionne pas. Mais il y a certaines marges de manœuvre non négligeables qui vont dans ce sens-là. Et n'oublions pas qu'avec l'apparition du loup et du lynx, le paysage de la peur va évoluer. Le comportement du gibier au nourrissage, le temps de se nourrir à un même endroit va changer, va évoluer, et on n'est jamais sûr de bonnes surprises. À ce grand écart qu'il y a entre le fonctionnement de notre système économique qui fait rouler toute notre société humaine, qui elle dit on consomme, on produit, donc c'est aller très très vite. Si on voit maintenant le système vivant qui, pour ainsi dire, je veux dire dans une phrase, ce serait donner du temps au temps. Donc c'est vraiment sur le long terme et on a notre système économique. Je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas politicien, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue, je peux seulement regarder la chose du côté écologique. Et là, pour moi, il est évident que les évolutions sont absolument nécessaires, inévitables. Je ne sais pas combien de temps nous avons encore, aucune idée, mais je pense et je ressens que de plus en plus de cerveaux pensent sérieusement à cette évolution. De la question si encore plus de consommation nous fait plus contents. S'il y a d'autres qualités qui soutiennent notre qualité de vie et notre avenir. Mais je ne peux pas vous donner des recettes. Je suis ingénieur forestier. Je suis un petit peu écologue, si vous voulez.
j'ai un grain de philosophe, mais à ce point-là, ça s'arrête. Je voudrais savoir si dans les plans de gestion de nos forêts mélangées à couvert continu, est-ce qu'on doit augmenter les rotations ou les raccourcir, augmenter les révolutions, changer de dimension d'arbres objectifs, etc. en termes de théorie? C'est très simple, en Rhénanie-Palatinat, nous n'avons plus une révolution. Nous n'avons plus un diamètre d'exploitabilité de récolte. Nous avons l'objectif sur nos arbres objectifs pour avoir la plus grande qualité possible et qui est celle qui rend les billes aptes au tranchage, d'avoir au moins 20 cm propres de nœuds, de chaque côté bien sûr. Ce qui donne des diamètres d'exploitabilité minimale de 60-65. Mais à ce point-là, ce n'est pas encore la décision de récolte. C'est peut-être 10, 15, 20, 25 cm plus tard, au fur et à mesure de l'accroissement en valeur qui est très très élevé, au fur et à mesure des risques de dépréciation qui vont probablement augmenter avec le changement climatique, mais notamment au fur et à mesure de l'avancement de la future génération qui doit déjà être là et le plus avancée possible de manière à ce que je ne roule pas en autoroute à 200 km/h, c'est légal en Allemagne, se mettre à zéro et recommencer à zéro, mais plus prudemment aller à 120 ou à 130 en France, ne jamais, si c'est possible, aller en dessous de 80, 90 et avoir de cette manière une gestion beaucoup moins expressive et par contre une gestion qui mène presque automatiquement dans le couvert continu. Le couvert continu, pour moi, c'est pour nous, la structure pour nous, ce n'est pas un objectif en soi, mais c'est le résultat presque inévitable de la manière que nous gérons les forêts. Il y a aussi une partie de la question sur la rotation, donc le rythme auquel on passe. Est-ce qu'il faut passer plus souvent, moins souvent? Ça dépend de la dynamique des arbres. En phase de qualification, il n'y a pas encore de rotation. En phase de dimensionnement, sur une bonne station, avec une essence en pleine dynamique, la rotation est peut-être de 3 à 5 ans. En fin de phase de dimensionnement, pour les être peut-être à l'âge de 65, 75, c'est peut-être à 5 à 8 années de rotation. En général, un certain nombre de nos propriétés forestières, y compris notre forêt communale de Blieskastel, a subdivisé toute la forêt en sous-parcelles correspondant à 4 années. Donc on a une rotation standard de 4 années qu'on peut prolonger au fur et à mesure, mais avec cette manière de organiser nos interventions, nous ne risquons plus d'oublier certaines interventions, ni d'exagérer à certains endroits en délaissant d'autres. C'est une question de l'organisation de l'entreprise, mais il y a de très très bonnes solutions. J'aurais aimé savoir, parce que vous parliez d'éviter d'adjoindre des composés chimiques ou bien de transformer de le réinjecter dans la forêt. Effectivement, c'est pour avoir la possibilité de ramener la biomasse après ce que ça a été utilisé par l'homme depuis 200, 300, 500 ans. Et ce n'est pas une illusion. Nous avons des meubles chez nous où mon arrière-grand-mère n'a pas su d'où c'est. En pleine fonctionnalité,
vous avez des charpentes dans des vieux maisons de 200, 300, 400 ans. Circuler un petit peu en Grande-Bretagne qui était conquérie pour la dernière fois en 1173, si je suis bien informé. Vous avez eu toujours une carence de bois qui a été recouverte par des importations d'outre-mer, mais ils ont eu des usages du bois tellement économes et très longévifs qui nous incitent à penser que le meuble, l'armoire en chêne, ne doit pas passer en dehors parce que je ne peux plus voir ça, je dois avoir quelque chose de nouveau. Mais le bois, c'est un produit si noble que ça se prête comme une autre manière à l'utilisation en longue durée. Imaginez-vous cette idée vraiment fantastique d'avoir utilisé en tant qu'homme du bois pendant plusieurs siècles. Et après, la substance est toujours là à 99,9%. Et vous le transportez dans la forêt et ça remplit énergétiquement et en richesse chimique exactement la même chose qui aurait été remplie si on n'avait jamais exploité ce bois. Pour moi, ça, c'est le défi, pas pour demain, pas pour 20 ans, mais pour 50 ans ou pour 100 ans. Vivre d'une manière intégrée dans l'écosystème duquel nous faisons partie, respecter les besoins de vie des autres organismes avant de remplir nos désirs de luxe. Ça, c'est un grain de philosophie. J'aimerais avoir votre avis en fait concernant les lisières étagées. Est-ce qu'un peuplement qui a une lisière étagée va mieux résister au changement climatique ou non? Ce n'est pas facile à donner la réponse toujours juste. Ce que nous voyons actuellement avec le stress suivi notamment par le être, c'est que le vieux être où l'approvisionnement en eau ne suffit plus pour remplir les exigences qui l'ont fait pousser à 35 mètres d'auteur, abandonne 5, 10, 15 mètres. Essaie de retrouver un nouveau équilibre à un niveau plus bas, à condition qu'il y a encore des branches vertes qui peuvent réagir, ou notamment avec le chêne, une capacité d'émettre des pousses secondaires à partir de bourgeons dormants. Dans les mêmes peuplements, nous voyons que les jeunes chênes de régénération avancée de 2 mètres, 5 mètres, 7 mètres, 10 mètres de hauteur n'ont pas trop souffert. Pour la première fois dans ma vie professionnelle, j'ai vu de mes propres yeux, sur des stations vraiment extrêmes, une jeune régénération de chênes, de hêtres souffrir de sécheresse. Mais normalement, c'est un problème qui va par le haut vers le bas. Donc, plus vous avez de la structure, plus vous avez un mélange non seulement des essences, mais aussi des âges et des hauteurs différentes, plus il y a du champ de manœuvre. Si ça suffit à toutes conditions, je ne sais pas, j'ai mes doutes. Mais dans un premier temps, je pense que c'est un atout. Que pensez-vous des tentatives de retour à une forêt primaire sans qu'il n'y ait plus la moindre intervention de l'être humain? Nous faisons partie de cet écosystème. Nous sommes en surmultiplication par 1000. C'est un très grand poids, mais nous vivons. Tous et toutes ici veulent vivre. Nous avons la possibilité de repenser comment ça peut évoluer. Mais je pense que l'homme
est en plein droit de remplir ces exigences, à condition qu'il ne le fasse pas excessivement. Et il faut avouer qu'actuellement, notamment nos sociétés de l'Ouest le font excessivement, y compris moi-même. Est-ce que vous maîtrisez la commercialisation de vos produits récoltés, c'est-à-dire la finalité d'empêcher éventuellement ces arbres de haute valeur d'aller vers la Chine? Là, nous avons même une plateforme commune en Wallonie avec Rhénanie-Palatinat, avec le Grand Est de la France, avec le Luxembourg, même avec les Flamands. C'est la vente franco-allemande qui a débuté en tant que ça, mais qui réunit maintenant aussi sur les parcs agrumes les bois les plus valorisants des forêts wallonnes. C'est vrai qu'actuellement, ces produits de très grande valeur sont les fruits de l'hasard. En Rhénanie-Palatinat, ça représente 0,6% du volume récolté, mais 12% du revenu net. De là, nous avons la volonté et les moyens d'aller de 0,6 vers 10%. Être ni avare ni avide ouvre la perspective qu'avec 10% de la production totale, vous avez peut-être 80-90% de votre revenu net. Ça nous donne une très, très grande liberté de l'utilisation du bois à un moment où notre société peut-être passée un peu de la fabrication industrielle vers une fabrication de longue durée plus artisanale. Je ne veux pas rêver, je ne veux pas faire des spéculations. Mais c'est sûr que si j'ai déjà gagné en propriétaire privé 80% de mon revenu né avec 10% de la biomasse, que ça me donne beaucoup plus de liberté d'agir avec le reste. La société va exiger du volume pour certaines transformations industrielles, y compris le secteur emballage et papier. Mais là aussi, des évolutions sont possibles. La transformation des fibres déjà très recyclées actuellement en Allemagne en moyenne 5 fois sur le côté papier peut évoluer, peut être retransmis dans une forme utilisable dans l'écosystème. Donc là, je pense qu'une technologie qui avance d'une manière très, très raisonnable peut nous donner des solutions insoupçonnées actuellement. Là, je suis optimiste. En général, je suis optimiste. Vous êtes devenu plus prudent pour le détourage des arbres objectifs? Non, c'est très simple. Avec détourage, c'est comme avec grossesse. Ou grossesse ou pas grossesse. Ou détourage ou pas détourage. Il n'y a pas de détourage faible ou détourage fort. Il y a détourage. Détourage veut dire que je regarde mes branches maîtresses, mes branches charpentières, et que je prélève ceux qui autrement bloqueraient l'évolution pour mener finalement au dépérissement de cette structure de production, pas seulement de bois, mais aussi de fruits et d'autres choses. Donc c'est l'arbre lui-même qui dirige son détourage. La condition du détourage, c'est que l'arbre a un fort accroissement en hauteur. Un arbre qui n'a pas un fort accroissement en hauteur ne peut pas réagir latéralement. Donc si à partir d'un certain moment, le stress climatique devient si fort que déjà un être à l'âge de 55 ou 60 ans ralentit brusquement son accroissement en hauteur et le moment où il n'y a aucun sens de continuer à détourer parce que l'arbre ne pourrait plus se servir de l'espace libéré pour agrandir son système racinaire et son houppier. Là aussi, la bonne observation sur le terrain de ce qui se passe dirige un petit peu automatiquement, si vous êtes sur le bon chemin, ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Il y en a qui disent qu'il ne faut plus ouvrir la canopée
ça augmente le stress. C'est frais pour les vieux arbres qui ne sont plus très réactifs à la nouvelle ambiance. Là, le stress est plus grand que le profit qu'ils peuvent en tirer. Mais le contraire est vrai pour les jeunes arbres réactifs. Oui, je comprends. Donc, le défi, c'est le bon jeu de lumière. C'est-à-dire donner la lumière nécessaire pour les essences à régénérer dont ils ont besoin. Vous avez les sciaphiles comme le charme ou le hêtre qui n'a pas beaucoup besoin de ça pour démarrer. Il y a d'autres essences plus exigeantes en lumière où il faut vraiment ouvrir la canopée entre le sud-est et le sud-ouest pour remplir le minimum. Le jeu de la lumière doit toujours être engagé par le bas, par ce que nous appelons les dévoreurs de lumière, par les essences d'ombre, de sous-étages, des arbres qui ont des branches basses secondaires, qui, eux, en représentant peut-être parfois moins de 10% du volume total sur pied, prélèvent plus de 80% de la lumière. Donc, avec des récoltes ciblées dans ces dévoreurs de lumière, jamais en plein, on réussit très très facilement des amorces de régénération naturelle, déjà des sciaphiles, l'essence type et le hêtre. Et tout le reste s'ensuit de cela. Vous continuez avec ce que la nature a donné comme première réponse à votre incitation. Je dis encore une fois, jamais en plein, toujours d'une manière localisée, engageant peut-être tout au maximum un tiers de la surface totale. Et récolter dans la canopée haute seulement après que l'installation de la régénération s'est manifestée, y compris pour remplir les exigences lumineuses des érables, des merisiers, des chênes. Donc là, nous ne maîtrisons plus rien. Dans le cas de figure que j'ai cité, nous maîtrisons ça parce que nous avons toujours un minimum de lumière qui suffit juste pour les sciaphiles à s'installer, mais qui bloque encore la végétation adventive. Dans le cas où nous avons une perturbation par surface, nous ne maîtrisons plus ça. Et en Rhénanie-Palatinat, ça doit être à peu près la même chose chez eux. En Wallonie, il y a notamment deux végétaux qui peuvent vraiment bloquer la sylvigénée. C'est la rance et chez nous, c'est aussi la fougère-aigle. La rance, parfois sur 20, 25, 30 ans. Après, c'est une phase plutôt générative où ça n'a plus 1,50 m de hauteur, mais 60 cm. Avec la fougère-aigle, ça peut bloquer pour une centaine d'années. J'ai des exemples d'après tempête de 90 où la situation se présente après 33 saisons de végétation exactement comme ça a été au départ. Dans ces cas-là, nous interrompons le blocage par le prélèvement local du concurrent, la fougère-aigle, la rance, en plantant localement par îlot et en prenant soin que dans toute la phase d'établissement, 3, 4, 5 avec le chêne, peut-être 7 ans, où
le jeune arbre a dépassé finalement la concurrence de la ronce. C'est du travail, et c'est du travail très, très localisé. Si le travail est bien fait, notamment sur la ronce, au bon moment de la saison de végétation, peut-être en fin d'hiver, quand le sol est bien humide, même par l'arrachage du bouton racinaire, qui peut avoir 100 ans, où il y a une forte révitalisation, vous serez étonné de trouver avec quelle efficacité vous déclenchez la sylvigénèse. Sauf la fougère-règle surfacique, qui est la très grande exception, vous avez presque toujours des bonnes surprises de régénération naturelle, de pionniers entre les îlots que vous avez plantés. La pire des choses qui peut vous arriver, c'est que vous plantez 40 îlots à l'hectare, que vous avez un échec de 20%, plus de 20% ne nous arrive pratiquement plus, qu'il n'y a rien d'autre qui est venu entre vos îlots, que finalement vous constatez qu'à l'âge de 60, 70, 80 ans, 80% de la surface cadastrale se trouve sur les sous-pieds de vos arbres objectifs issus des seuls îlots. La plus grande catastrophe imaginable, mais qui n'est pas une catastrophe, mais simplement le résultat d'une vraie économie en argent, en intelligence, en action physique, sans produits chimiques, sans forcer les situations, sans bâtir quelque chose de très artificiel qui donne peut-être 10% de plus pour le triple d'investissement. Malheureusement, beaucoup trop peu. Parce qu'il y a beaucoup de forestiers qui ne savent plus les possibilités de mettre en travail les chevaux. Ils le sous-estiment ou ils le surestiment. Ils pensent parfois que la rationalisation passe toujours par la mécanisation. Ils oublient qu'il y a vraiment un certain marge de manœuvre où le cheval n'est pas seulement écologiquement favorable, c'est toujours le cas, sans discussion, mais où c'est aussi économiquement très intéressant, pas plus cher, ou pas beaucoup plus cher. Dans notre forêt communale de Blieskastel, la majorité des bois de petite dimension, bois d'industrie, bois de chauffage est débusqué par des chevaux sur le cloisonnement, après quoi il est débadé sur le cloisonnement tous les 40 mètres par des engins. Ça fonctionne très bien, mais ça exige que vous avez des vrais professionnels à faire le débuscage à cheval. Ce qui ne fonctionne pas, c'est que c'est un travail de loisir de quelqu'un qui fait ça les week-ends ou ne le fait pas. Les chevaux ne sont pas entraînés. C'est vraiment faire de la peine aux chevaux. Il n'y a jamais un entraînement suffisant pour l'homme qui fait le travail. Ce n'est pas un plaisir pour le cheval, ce n'est pas un plaisir pour l'homme, ce n'est pas un plaisir pour l'arbre, ce n'est pas un plaisir pour la forêt. Donc le débuscage à cheval, c'est quelque chose de vraiment formidable. Et s'il y en a parmi vous qui ont la possibilité de trouver quelqu'un qui fait ce travail, gardez cet homme ou cette femme, il y a beaucoup de femmes qui font ce travail-là, payez ces gens très, très, très bien parce qu'ils apportent une vraie plus qualité à votre forêt et notamment à vos sols forestiers. Pour les îlots, vous espacez les arbres de combien? Oui. Dans les îlots, nous plantons typiquement 20 arbres, c'est-à-dire 20 arbres sur 20 à 40 mètres carrés, c'est-à-dire en moyenne 1 à 1 à 1 à 2, sans avoir un schéma très fixé. Donc là, on ne géométrise pas. Il y a deux exceptions à ça.
s'il n'y a pas un bourrage spontané à attendre, où les arbres plantés en périphérie n'ont pas la possibilité d'avoir un élagage naturel, nous plantons autour 10 autres arbres de la même essence ou d'une essence qui est aussi tolérant ou plus tolérant à l'ombre. Et la deuxième exception, c'est le hêtre. Le hêtre n'a pas une autre essence qui est aussi tolérant à l'ombre que lui, donc tous les hêtres de périphérie n'auront pas de qualification. Et pour ça, avec le hêtre, nous plantons 40 par îlot. Si vous calculez, typiquement, nous avons entre 30 et 40 îlots à l'hectare. Dans le meilleur des cas, vous plantez 600, 700. Dans le pire des cas, il ne s'agit pas de hêtres, vous plantez autour 10, vous aurez peut-être 1200 plants à l'hectare, mais toujours d'une manière très, très concentrée. Des endroits que vous avez matérialisés, des endroits où avec les systèmes SIC, vous n'avez plus de problème à les retrouver, ou même si vous travaillez avec des entrepreneurs qui ne connaissent pas la forêt, la localisation n'est plus le problème, donc parfois la technologie nous aide vraiment, non, assez souvent c'est le cas. C'est tout un système qui intègre ces différents éléments. Avec la plantation sous abri de hêtres, sous abri de pesticides, de hêtres sous abri de pesticides purs, notre règle, c'est que nous ne pratiquons pas des éclaircies pour donner suffisamment de lumière, mais nous plantons dans le sombre, là où c'est le plus clair. Donc, d'une manière très, très opportuniste, là où il y a l'apparition des premiers plants au sol, la lumière suffit aussi pour les hêtres. Parfois, il s'agit de 20, 25, 30 îlots à l'hectare qui seront peut-être complétés 10, 20 années plus tard, quand à l'entretemps, à d'autres endroits, il n'y a plus de lumière. Donc, c'est toujours une démarche très opportuniste, rien de géométrique. Est-ce que du coup, il y a une réflexion des mesures qui ont été prises chez vous pour par exemple, exploiter ou réduire la quantité d'exploitation des houppiers ou des arbres de détourage et des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des quantités de houppiers qui restent au sol ou, voilà. C'est très simple. Nous ne récoltons plus les houppiers, y compris les houppiers des épicéas. Qu'est-ce qui peut se passer dans les houppiers verts de l'épicéa? Il y a peut-être une attaque de chalcographe. Normalement, ce n'est pas quelque chose qui met en péril toute une forêt. Pour le typographe, c'est autre chose. Donc, typiquement, tant que le typographe est encore dans la bille qui peut être sciée, c'est prélevé, mais le houppier va rester. Et ça ne bouscule pas du tout la situation lumineuse dans la forêt, comme c'est parfois reproché par certaines choses. Ça ramène seulement le niveau à 10, 12, 15 mètres plus bas. Pour la tranquillité de l'air au sol, pour la source de décomposition qui coule lentement, pour les ambiances près du sol très différenciées pour les petits animaux, c'est même avantageux, à condition que vous ne concentrez jamais cette biomasse des houppiers. Vous pouvez peut-être démanteler des houppiers très, très importants, là où vous avez à planter localement, mais vous gardez cette manière la plus éparpillée possible, y compris, nous ne concentrons plus jamais cette biomasse sur les liens de débardage, mais nous gardons ça d'une manière très éparpillée. Je sais que ce sont des biomasses incroyables chez vous en Wallonie qui restent couramment en forêt chez nous. Tant que vous n'avez pas essayé ça, vous ne vous imaginez pas de quelle manière, de quelle vitesse ça se décompose, d'une manière très, très inégale d'un endroit à l'autre.
ce qui enrichit encore une fois les différentes niches, les effets de lisière et tout cela. Avec ça, vous déclenchez vraiment des dynamiques naturelles insoupçonnées. Si vous n'avez pas confiance dans cela, vous avez peut-être un coin où vous pouvez l'essayer pour vous convaincre. Oui, pour revenir sur les îlots, quand vous plantez 2 essences par îlot, donc avec une essence siaphile sur le périmètre, donc en l'occurrence du hêtre, est-ce que vous plantez ce hêtre en même temps que, je prends l'exemple du chêne, que vous faites la même année, ou bien vous postposez la plantation de ce cordon siaphile d'un an ou 2? Oui. Non, nous plantons la même année, mais nous choisissons très très bien les essences qui peuvent aller ensemble. Par exemple, si vous plantez l'érable sycomore, qui part très très rapidement au départ, vous savez que les hêtres seraient plus encourageants et qui de ce côté-là pourraient servir comme comment est-ce qu'on dit, rideau. Ça ne fonctionne pas parce que les hêtres, ça reste en arrière. Le syco aura déjà 7 mètres de hauteur, aura émis des branches sur 3 mètres où le hêtre ne pourrait plus avoir accès à la périphérie. Il faut bien choisir. Là, on travaille plutôt avec des noisetiers. On plante des noisetiers autour. Le noisetier est un très très bon qualificateur comme ça. Donc de cette manière, il faut très bien choisir la combinaison. Si vous n'avez rien de mieux, vous prenez la même essence aussi pour la périphérie. Pour le chêne, est-ce que vous mettez un cordon siaphile autour du chêne, autour des plants du chêne? Non, avec le chêne, nous avons beaucoup de possibilités de travailler avec des essences plus siaphiles. Ça peut être le charme, ça peut être le hêtre, le tilleul. Le noisetier, c'est une très très bonne solution, sauf qu'il faut savoir qu'il faut peut-être revenir après 6-7 ans où on casse le charme ou le couturier une fois. Donc, planter un îlot comme ça ne veut pas dire que planter ou plier. Il faut rester derrière pour la maîtrise locale de la végétation concurrente, mais aussi pour maîtriser un petit peu la démarche de la qualification. Mais si c'est bien pensé, c'est beaucoup moins onéreux que si vous faites ça par ligne ou par bande, ou n'importe où vous êtes obligé à faire quelque chose. Mécaniser quelque chose comme ça, ce n'est pas une solution pour nous, parce qu'à ce moment-là, vous devez circuler tous les 5, 6, 7 mètres, totalement inconcevable. Je n'épargne pas mon sol pendant 100 ans en débattant pour après faire passer un tracteur 3-4 fois pour la seule maîtrise de la végétation concurrente. Ça n'a pas une logique en soi. Il y a des situations où, dans les îlots, nous ne plantons pas une seule essence. Je vous donne 2 exemples. Il y a des essences comme le merisier qui sont très, très difficiles en structure monospécifique. Vous avez peut-être entendu parler du terme de Rosenmüdigkeit, de la fatigue du sol des rosacées. C'est aussi le cas avec le merisier ou avec l'alicier terminal. C'est une essence nomade type. Donc, vous plantez le chêne, le hêtre, le charme, n'importe quoi, et vous mettez dans votre îlot 3 à 5 merisiers, pas plus. C'est pas dire que chaque îlot doit donner un merisier, mais le pourcentage que vous voulez avoir au maximum, 10 ou 15%, pour éviter ces effets de fatigue de sol, vous l'aurez facilement. Il y a une solution qui est vraiment terriblement négligée, c'est de maintenir en jeu le frêne, qui souffre tant de la chaleureuse. Si vous avez une bonne station à frêne avec une bonne régénération naturelle du frêne, vous aurez constaté que ces dernières années, 98 ou 99% des jeunes semis ont dépéri.
Mais si vous regardez bien, vous trouvez des endroits dans votre régénération des parties de 20, 50, 60 mètres au carré, où visiblement, il n'y a pas ou très très peu de dégâts dans le jeune recrue. C'est un soupçon de l'installation ou déjà de la présence d'une tolérance ou d'une résistance. Et là, il serait très intéressant de récolter des sauvageons et de planter ces sauvageons dans des îlots d'autres essences au titre, encore une fois, de 3 à 5. Ça ne coûte presque rien. Si ça ne donne rien, vous n'avez rien perdu, c'est l'autre essence qui le fera. Mais si ça fonctionne, vous avez donné un sacré coup de pouce dans l'évolution de la tolérance, de la résistance du frein. Donc, l'homme ne fait que des bêtises. Mais déjà, faut-il faire certaines choses. Les grands avantages ne sont pas ceux qui exigent un sacré travail. Tant que vous pouvez substituer votre énergie physique par l'énergie mentale, ça risque d'être très efficace. Est-ce que vous acceptez la présence et est-ce que vous tolérez la présence et l'effondrement de très vieux arbres dans votre modèle de fonctionnement? Oui, bien sûr. Je vous ai parlé des arbres habitats, des groupes d'arbres habitats. Typiquement, chez nous, on désigne un groupe d'arbres habitats au nombre d'une quinzaine pour 3 hectares. Ça peut être une dizaine sur 2 hectares, ou c'est pas, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de géométrique. Mais nos forestiers de terrain, on leur impose à chaque fois qu'ils font des martelages dans la phase de maturation, dans des arbres qui ont plus de 35-40 cm, de désigner en même temps ces îlots d'arbres qui ne sont jamais récoltés. Normalement, on prend comme noyau un arbre qui a déjà certaines qualités écologiques, des grosses trouées, des fentes, des choses comme ça. Et on désigne une quinzaine d'autres autour. S'il y a des arbres habitats obligatoires, donc des arbres de grosses trouées, autrement pas très dangereux parce qu'ils sont encore vivants, on les y ajoute. Et comme ça, on a un bon réseau d'arbres bio sans trop entraver la sécurité du travail. Si vous désignez des arbres morts un petit peu partout, vous ne pouvez plus travailler en sécurité. En concentrant un petit peu ces arbres, mais pas à outrance, vous avez un compromis qui est viable. Nous pratiquons ça depuis 2011, donc depuis une bonne dizaine d'années, et je dirais que ça fonctionne bien. De faire ce que vous faisiez avant, puisque dans les premiers 300 hectares, presque exclusivement des BCA, qui rapportent de l'argent, il faut le reconnaître, pendant presque 2 siècles, ce sera terminé. Mais pendant les 40 ans, 50 ans pour la transformation, d'après vos statistiques, qu'est-ce qu'il y aura comme manque d'argent pour la commune ou pour le citoyen? À chacun de faire ses calculs. Non, j'ai fait pas mal de calculs et je n'ai pas hésité à publier, y compris en forêt wallonne, sur ce sujet-là. Je dirais que si vous le faites d'une manière bien pensée, je ne vois pas un très très grand risque que vous perdez de l'argent. Dans un premier temps, vous n'allez pas investir autant que ça a été couramment le cas. Avec QD, on peut justifier, et c'est bien explicité dans le livre QD, où il y a tout un chapitre sur la logique économique de cela, que l'investissement total ne doit pas être jamais plus d'1 heure de travail à l'hectare et par an. C'est-à-dire le travail du sylviculteur, y compris le forestier.
Et après, la grande question, c'est ce que ça rémunère. Si actuellement, nous avons un accroissement moyen en Rhénanie-Palatinat, en Wallonie, de l'ordre de grandeur, toutes les essences, toutes les stations confondues de l'ordre de grandeur, 10 mètres cubes par hectare et par an, et que nous exploitons effectivement 7 mètres cubes, 3 restent en forêt. Ces 7 mètres cubes, vous pouvez très bien retracer ça dans vos calculs économiques, vous donnent bon marché, mauvais marché entre 25 et 50 euros le mètre cube bois sur pied. Vous pouvez calculer facilement qu'il s'agit d'une ordre de grandeur de 200 à 350 euros par hectare et par an. Et notre objectif, c'est de produire un minimum d'1 mètre cube par hectare et par an en produits de très haute qualité. Et comment est-ce que c'est rémunéré? Je ne suis pas un prophète, mais j'ai les résultats des 50 dernières années de toutes ces subventions. Je sais qu'il y a des modes des différentes essences. Aujourd'hui, c'est le bloc clair. Demain, c'est le chêne. Aujourd'hui, c'est le chêne. Mais vous avez les résultats de toutes ces soumissions cachetées en Allemagne, en France, pour dire que si vous êtes un ultra pessimiste, votre valeur sur pied de ce compartiment sera de l'ordre de 300 euros le mètre cube. Donc, un doublement de ce que vous avez de toute façon, parce que des 7 mètres cubes à l'hectare, les 6 en qualité courante vous restent. Si vous êtes plus optimiste, vous direz peut-être 700, 800, 900 euros le mètre cube. Et maintenant, vous comprenez ce qui me fait sortir du lit le matin. C'est là vraiment le défi à lever. Tant que vous n'avez pas dépensé beaucoup plus d'argent en investissement, à long terme toujours en forêt, le risque de perdre, si vous avez vraiment la possibilité de produire une plus-value dans le bois, est négligeable. Mais je dis encore une fois, à chacun de faire ses calculs. Lisez tout, lisez d'une manière très critique tout, regardez votre forêt, votre station, votre composition de forêt, votre possibilité de la forêt d'évoluer selon les essences et les âges que vous avez, et faites-vous votre logique. Est-ce que la propriété privée de votre land suit un peu la dynamique? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs forestiers qui se sont formés à toutes ces techniques? Oui, c'est un sujet très, très important. Si vous avez la meilleure stratégie, mais vous n'avez plus des ouvriers, des silviculteurs de votre entreprise, que vous êtes vraiment obligé d'employer des entrepreneurs qui assez souvent travaillent avec des ouvriers qui ne sont pas de la région, il faut que vous ayez un système de formation et de certification pour être sûr que ce que vous voulez est compris non seulement par l'entrepreneur, mais par l'ouvrier qui exécute ça. Notre centre de formation, qui se trouve dans le Westerwald à Hachenburg, a toute une série de formations de nos techniques dans la phase de qualification et de suivi des régénérations qui répond exactement à notre stratégie. Et si un entrepreneur veut entrer en concurrence pour une offre de travail, il doit certifier ou doit prouver que les ouvriers qu'il va employer remplissent non seulement les conditions de sécurité, la qualification professionnelle, la permission de travailler en Allemagne, mais d'avoir un certificat récent de notre centre de formation qu'il est probable qu'il peut exécuter ce travail. Ça,
n'empêche pas l'obligation du forestier de terrain de surveiller les travaux et de donner les nécessaires coups de pouce aux gens qui exécutent pour que ce qui est fait correspond aux objectifs. Tout ça sans perfectionnisme. Donc, pour nous, chaque intervention individuelle en forêt doit avoir sa justification. Mais même avec la justification, il reste une marge de décision défendable. Dans la forêt privée, c'est beaucoup plus difficile, sachant qu'en Rhénanie-Palatinat, la forêt privée représente 25% de la surface totale, que 80% de la forêt privée est extrêmement éparpillée. La surface moyenne de la propriété privée est 0,2 hectares. Assez souvent, il s'agit de forêts privées qui ont été nettement abandonnées parce que les propriétaires vivent à 300 km dans les grandes villes. Parfois, il s'agit d'indivisions où 0,5 hectares appartiennent à 16 héritiers. Il y a un tiers de la surface boisée qui est issue de succession spontanée sur un terrain agricole abandonné d'après-guerre où les gens ne connaissent même plus les limites, les bornes. Par contre, il y a une structure d'aide et de soutien aux propriétaires privés. Ça s'appelle Waldbauverein. En Allemagne, notamment dans la région de Brüm, par exemple, il y a déjà une tradition de 30-40 ans où cette petite forêt privée s'est très, très bien organisée. Ce n'est pas dire que tous les propriétaires privés en font partie, mais une bonne partie, la partie active. Et dans notre administration forestière, Landesforsten Rheinland-Pfalz, nous sommes la dernière vraie administration forestière en Allemagne. Tous les autres Länder allemands ont plus ou moins privatisé. Nous avons pour environ 5000 hectares de forêt privée un technicien, un fonctionnaire de l'État qui a comme mission exclusive de conseiller la forêt privée. À part cela, nous avons aussi quelques propriétaires privés de 100 à 10 000 hectares de forêt privée gérée comme la forêt publique, assez souvent. Je me demandais en fait comment la filière bois a évolué par rapport à ces orientations qui sont posées depuis des dizaines d'années. Est-ce qu'elle a évolué d'une part et est-ce qu'elle a accepté cette évolution de s'adapter finalement à une gestion de la terre? La forêt, c'est un navire qui avance assez lentement. Donc, si vous faites évoluer votre stratégie en direction d'une production de grande qualité, ça veut dire que même avec cette production, plus de 50% de la production volumétrique se passe toujours dans les qualités courantes. Regardez ce que vous allez prélever quand vous détourez vos arbres objectifs. Nous avons en Rhénanie-Palatinat plus de 50% de la surface dans la phase de maturation. Donc, on n'apprend pas la danse artistique à un octogénaire. Là, il faut continuer le traitement qui existait. Ce qui est destiné au sillage résineux, les 30 années à venir, existe déjà et ne correspond pas à l'application de notre stratégie. Notre stratégie, nous l'appliquons depuis 1994, donc 28 ans à peu près. Si vous savez qu'avec un détourage conséquent, vous avez bonne station, mauvaise station à travers les différentes essences, en moyenne, un accroissement d'1 cm par hectare et par an pour avoir 20 cm de deux côtés, 0,5 de largeur de cerne. Il faut une quarantaine d'années pour arriver à la porte du ciel.
aux 20 cm minimal que vous exigez, où vous n'êtes pas encore obligé de passer la faute. Donc, nous sommes sur un chemin très, très avancé, mais ça ne veut pas dire que ça bouscule d'un jour à l'autre, d'une année à l'autre, notre offre. Pour diversifier vos essences, vous acceptez de prendre 10% d'espèces exotiques. En Belgique, le chêne rouge d'Amérique, le robinier sont considérés parfois comme une grande opportunité de valoriser des sols pauvres, parfois comme une invasive. C'est quoi votre attitude en Rhénanie par rapport à des espèces comme ça Oui. Nous sommes très, très prudents à cela. Donc, tout ce qui est en dehors de la zone de coévolution est traité d'une manière très, très prudente. Il faut savoir que n'importe où en Allemagne, le pourcentage du Douglas est si élevé qu'en Rhénanie-Palatinat. Nous avons dans la forêt publique 9% de Douglas. Un Douglas qui franchit maintenant les 40, 45, 50 ans, qui est en capacité de régénération très, très intensive, où la régénération naturelle va s'installer selon les conditions lumineuses que nous ne refusons pas du tout. Mais avec l'introduction ultérieure de ces essences, vraiment d'outre-mer, nous sommes très, très prudents. Ce que nous excluons totalement, c'est l'utilisation des essences de l'Asie orientale. Parce que c'est la partie du monde où phylogénétiquement, c'est le plus évolué, le plus ancien. Donc, l'ennichement est le plus fin qu'on peut s'imaginer. Et si vous amenez de telles essences si finement enchevêtrées chez nous, vous risquez les risques que nous avons eus avec le châtaignier, avec les ormes, maintenant avec le frêne. Il ne faut pas absolument répéter toutes les erreurs 5 fois, 10 fois, 20 fois. Si on a vraiment des bases scientifiques à ne pas négliger. Merci bien aussi de mon côté, c'était un vrai plaisir, ça m'a engagé. C'était toutes les questions bien sur le sujet. La prochaine fois, ne gaspillez pas 30 minutes à me poser la première question. Au revoir.